Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première émission Avec la langue. Dans ce nouveau format, rendu possible par toute l'équipe de Gouinement Lundi, je recevrai tous les mois une personne queer qui pratique l'écriture. Ensemble, nous discuterons de ce que son écriture permet de politique, de ce qu'elle crée comme espace libérateur, de ce qu'elle invente et de ce qu'elle nous fait ressentir. Choisir ses mots et affûter son langage pour dissoudre la norme et inventer d'autres vies, nous allons explorer tout ce qu'on peut faire avec la langue. Et pour cette première, nous recevons le typographe et designer graphique Camille Circlude, qui vient de sortir la typographie post-binaire aux éditions B42, avec ce sous-titre « Au-delà de l'écriture inclusive ». Bonjour Camille. Bonjour Camille. Merci beaucoup d'être venue nous parler de ton travail. Alors évidemment, on va se parler de typographie dans cette émission. Et est-ce que tu peux tout d'abord, très simplement, nous expliquer ce que c'est que la typographie, parce que c'est quelque chose que tout le monde utilise sans forcément être familier du terme. Alors la typographie, c'est ce qu'on appelle régulièrement des polices d'écriture. Alors dans la collective Bye Bye Binary, on n'aime pas trop utiliser le mot police, parce qu'il est polysémique, et donc on préfère utiliser le mot fonte ou caractère typographique, qui est simplement le dessin de l'écriture en fait, que vous utilisez tous les jours dans vos logiciels de traitement de texte, mise en page, dans vos mails. Vous choisissez une typo, une fonte. Et du coup, toutes ces typos, elles ont été créées à un certain moment, dans un certain contexte, et elles répondent à certaines normes. Est-ce que tu peux nous donner un exemple pour qu'on situe comment, dans quel contexte on fabrique des typos ? Oui, justement la Times par exemple, c'est intéressant parce que c'est vraiment dans le cadre d'un média, du coup d'un journal aussi. Elle a été spécifiquement créée pour la lecture du journal Le Times. Et donc les journaux ont pas mal fait cet exercice au fil du temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça va jusque les Google Fonts qui sont du coup utilisés par Google ou d'autres GAFAM qui réalisent leur propre fond. De façon très historique aussi, on peut citer le romain ou le grec du roi. Alors le romain du roi, en fait, c'est un set de caractères, les caractères du roi, et qui servait à imprimer tous les textes officiels. Donc c'est des exemples politiques en fait d'utilisation de caractères typographiques. Et ça s'est déplacé comme ça du politique vers les grandes compagnies capitalistes actuelles, quoi. Donc il y a un glissement au fil du temps, mais c'est quand même toujours signe aussi d'un certain, ça peut être le signe de certains pouvoirs en tout cas mis en place. Dans ton livre, à un moment, tu parles de bon goût sur des typographies. J'imagine aussi qu'il y a des notions de lisibilité. Enfin, il y a tout un tas de choix politiques en partie pour créer une typo. Les dessinateuristes de caractères font leur parcours scolaire dans les écoles d'art. Il y a une section typographie et c'est là que sont formées ces personnes qui dessinent des caractères. À l'heure actuelle, il est toujours un peu valorisé, par exemple, le style international suisse. L'Helvetica en est l'exemple le plus connu. Quelque chose de lisible, de bâton, donc bâton sans empattement, sans forme, voilà, quelque chose de très droit, très simple, etc. Et c'est quelque chose qui est toujours très valorisé, mais qui est un style, qui est une approche aussi très occidentale, de caractère latin, et qui a une volonté aussi d'uniformisation, et donc qui, par la valorisation de ce style en fait international suisse, met à la marge aussi toute une série d'autres pratiques,
sur d'autres types d'écriture, de formes. Et donc c'est aussi des fois ce qu'on questionne au sein de la collective. Alors on est aussi sur des questions de lisibilité, parce qu'on est très attentif au public neuroatypique, dyslexique ou ayant des troubles de la lecture, donc c'est quelque chose auquel on fait vraiment attention. Mais en même temps, on essaye aussi de questionner cet aspect de la lisibilité. Est-ce qu'on doit toujours être lisible? Est-ce que le queer doit être lisible? Est-ce que c'est pas des endroits en fait qui font communauté ou qui ne sont pas nécessairement accessibles à tous? Et c'est une volonté, donc on oscille toujours un peu entre ces deux marqueurs. Et donc sur la question du bon goût, on va aller titiller à ces endroits-là, on va proposer des expérimentations qui peuvent aussi avoir des origines camp, queer, kitsch, qui vont parler à des endroits à notre communauté en fait. Je crois que c'est le moment que tu nous racontes qu'est-ce que c'est Bye Bye Binary. C'est beaucoup d'amour. J'aurais envie de commencer comme ça. Donc on est une collective d'une 20aine de personnes avec des profils différents, essentiellement art graphique, art plastique, mais donc des artistes, des graphistes, des dessinateuristes de caractère, des performeuses, des auteurix, et des chercheureux et un boulanger. Waouh. Je m'y attendais pas. Des ligatures en croissant, tout ça? Des bretzels. Ah waouh. Oh waouh. Ok, il faut que tu en fasses une petite qui est Félix pour... Casitani que tu vas recevoir, je pense, dans un autre épisode. Donc voilà, on peut lier les épisodes entre eux avec des bretzels. Incroyable. J'aurais bien lu un petit extrait d'un texte de Karine Schlagater, qui est curatrice et puis qui aime bien écrire sur les travaux de Bye Bye, et qui a écrit un petit poème assez joli et qui aussi renvoie la ligature à ce qu'on peut faire avec la langue. Et donc ça me faisait penser à ton générique. Donc je la cite. Vas-y. Permettant de remplacer le point médian et autres signes de ponctuation employés afin de marquer les flexions de genre par des lignes nouant les lettres ensemble, les ligatures tracent à mes yeux de lyriques tentatives de débinariser le langage. Leurs tracés enlacés produisent une esthétique de l'amour et de la sexualité, nouant ensemble les mots et les genres dans leur infinie réalité. Il se coule dans elle, dans la langueur moite du E dans l'A. Le ruisseau tortueux du X dans le S déborde de son lit. La vague du F se déverse dans le S. La salive écume, coule dans la bouche. Les fluides corporels relient les corps en un invisible réseau baveux. Le baiser à pleine bouche d'un langage volontairement inassimilable. Waouh. C'est joli. Merci. Voilà. Merci Karine. Et merci Marie Mamsey de m'avoir redécouvrir ce texte aussi, parce que on en a parlé hier et du coup c'est grâce à Marie Mamsey que j'ai lu cet extrait. Oui, hier tu étais au Centre Pompidou. Oui. Pour présenter ton livre. Oui. Vous savez pas quoi? Il y avait Filkenkraut dans la librairie. Mais non. Si. Oh. Mais il est arrivé juste après la présentation. Par hasard, il regardait les bouquins. Non, pas pour me voir. J'ai loupé un peu la petite photo. J'aurais trop adoré avoir une photo et qu'ils comprennent pas du tout ce qui lui arrive et que je pose à côté avec le livre. J'aurais trop aimé. Mais cette photo n'existe donc pas. Mais c'était assez drôle. Et bien grâce à toi, elle existe dans nos imaginaires désormais. Peut-être qu'on n'a pas assez défini la raison pour laquelle vous mettez en place tout ça, enfin le concept de ce que c'est que Bye Bye Binary. On peut revenir du coup à l'historique peut-être de la collective aussi, ça va répondre à cette question je pense. Donc on est en 2017 et dans l'espace médiatique il y a une bataille médiatique sur l'usage du point médian. Pourquoi à ce moment-là? Parce que les éditions Hatier, qui sont en fait une maison d'édition de manuels scolaires, ont utilisé dans un manuel à destination des enfantes un point bas. À l'époque, un point bas
au début de l'utilisation du point médian, il y avait encore pas mal de points bas au lieu du point qui est un peu surélevé de la ligne de base et donc qui est un peu mieux intégré aux grilles typographiques. Là, c'était vraiment un point bas, en plus avec un usage en capital, enfin les mots étaient écrits en capital et tout, donc c'était c'était un choix politique vraiment du coup assumé aussi et très visible, ce qui n'a pas échappé aux détractrices de l'écriture inclusive et qui donc du coup on est dans un débat médiatique hyper important en 2017 et juste en écoutant les médias et en étant soi-même dessinatrice de caractère et graphiste, on se dit mais attends, moi c'est un endroit où je peux agir en fait parce que le point médian c'est un signe typographique, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de créer d'autres choses? En plus le point médian en fait il faut le voir comme une abréviation et en général, quand on dit ça aux détractrices, ça se calme un petit peu. Donc, on peut voir ça comme l'abréviation de monsieur, M. Et en fait, le point médian n'est rien d'autre que l'abréviation de l'usage du doublet, de la double flexion. Étudiant, étudianteux. Bon, du coup, on pourrait, quand on n'a pas de place, on met un point médian et en fait, voilà. Mais il est très binaire, puisqu'il reflète l'usage de ce doublet. Et donc, il y a... Pour les personnes qui se définissent pas dans cette binarité du régime de la différence sexuelle, en fait, il n'y a pas d'espace de représentation. Ça voudrait dire que les personnes non binaires, à genre, gender fluide ou en transition sont en fait représentées dans le petit point du point médian. Donc il y avait cette envie de développer un système ou des propositions, d'ouvrir les imaginaires en tout cas, pour aller au-delà au-delà de l'écriture inclusive. D'essayer d'aller au-delà de cette binarité dans l'écriture inclusive et de proposer d'autres choses. Et donc, on a un attrait particulier pour la ligature. La ligature la plus connue est sans doute le E dans l'eau que tout le monde utilise pour écrire œuvre ou œuf ou œil. Ou cœur. Ou cœur, merci. et donc, il y a un attrait évidemment de la liaison, d'une lettre qui se fluidifie dans l'autre, qui est hyper intéressant à nos yeux. Du coup, on a commencé à développer un système qui permet de fondre les suffixes masculins et féminins dans une ligature. Donc, un exemple, amoureux, amoureuse. On va faire une ligature XSE et qui va permettre de lire un amoureux. Voilà, et donc les caractères sont liés entre eux. Ok. L'histoire de la typographie, elle est évidemment liée à l'histoire de la langue. Et au tout début de ton livre, tu parles de plastie du langage dans le réel. Oui, c'est Monique Wittig qui parle de ça, mais oui. Cool. Je cite Monique Wittig. Oui, justement... tu cites Monique Wittig, tu t'appuies sur les recherches féministes des années 70. En quoi certains choix de langage participent à invisibiliser ou justement neutraliser certaines communautés? Oui, puis il y a toutes les recherches aussi en psycholinguistique sur le langage qui ont été menées dès les années 70 aux États-Unis d'abord et qui sont arrivées tardivement en France en fait. Il faut attendre, je pense, 2001 ou 2005 pour avoir le même type d'études ici. Mais ça, c'est vraiment des études scientifiques qui ont été menées sur de larges panels et qui montrent qu'en fait, la masculinisation du langage influence sur le réel. L'exemple le plus courant et le plus peut-être évident, ce sont les offres d'emploi. Si une offre d'emploi est écrite au masculin générique, les petites filles vont avoir du mal à se projeter dans un métier avec lequel on leur parle toujours au masculin en fait. Et donc c'est un métier qu'elles vont pas mettre dans leur range de possible. Alors que tout d'un coup, quand ces offres sont présentées ou les noms de métiers, enfin c'était une bataille importante des féministes qui nous ont précédés, les noms de métiers sont féminisés, ça permet vraiment à des carrières de voir le jour et à des personnes de se projeter à des endroits où sinon c'est pas possible. Donc ça c'est vraiment le meilleur exemple. Donc on commence à percevoir comment la typographie pourrait avoir un rôle à jouer dans cette résistance à l'invisibilisation. Avant que tu nous expliques le cœur de ces recherches que tu as menées, notamment en collectif, on va écouter une création musicale qui est tirée d'une performance de Mona Cerveau, Gorge Bataille et Swan Bitume, qui a eu lieu à la galerie Vidéodrome 2 à Marseille en mars 2023, enregistrée et mixée par Victor Donati, qui s'intitule « Simopolé, cyprine, angine, kétamine ».
amoureuse des ombres, du vent, de lune, de kétamine. Le déplacement extraordinaire des animaux fatals, de clubs et de caves. Tous, à prétexte des Chenex, Lubrix, surplombent les bâtiments, les hanches marquées d'un V dans les jeans trop serrés. Les creux de cyprine marquent sa lèvre inférieure. Elle aperçoit Simopolé lové dans son coquillage, ses doigts pleins d'angines et du sel de la mer, l'exuvie craquelée. Vous écoutez Avec la langue, le tour des écritures queer. Et nous sommes avec Camille Circlude, auteuriste de la typographie post-binaire au-delà de l'écriture inclusive. Merci pour cette découverte, Camille. Je connaissais la poésie de Gorge, mais je ne l'avais jamais entendue comme ça. C'est très beau. Oui, on peut entendre dans le morceau des façons de prononcer un peu, justement, non-binaire, post-binaire. Il y a quelques mots, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Et puis aussi parce que Gorge est un auteurix avec qui on aime travailler en communauté de pensée et on a déjà réalisé plusieurs créations graphiques à partir de ses textes. On aime beaucoup son manifeste de la langue bâtarde qui est dans Fiévreuse plébéenne. Et donc voilà, c'était aussi un petit clin d'œil à Gorge. Je voulais revenir donc sur ce sous-titre au-delà de l'écriture inclusive parce que effectivement, si le point de départ c'est cette question de l'inclusif, ensuite vous vous en êtes emparé et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait plusieurs possibles politiques différents et sous-jacents chaque expérimentation. Donc tu as un chapitre comme ça où tu énumères toutes les trouvailles que vous avez dénichées en expérimentant. Donc effectivement, il y a le point médian, il y a une astérisque pour sabrer le genre. Ouais, c'est Sam Boursier qui dit ça, qui l'utilise dans Homo Incorporated en introduction. Et qui a vraiment cette pratique, on est parti de là, mais il y a d'autres, c'est une pratique aussi qu'on retrouve dans les milieux militants, de sabrer complètement la fin du mot. Donc par exemple pour chercheur, chercheuse, on va faire chercheux, et on met une astérisque.
Et visuellement, en plus, cette forme d'astérisque. Parfois, elle prend des places très grandes d'un coup. Elle déborde aussi sur les autres lignes au-dessus, en dessous. Parfois, on dirait comme une sorte de percée aussi, ou comme ce qu'on pourrait voir quand on fait de l'hyper-vitesse dans un vaisseau spatial, tu vois. Et que d'un seul coup, ça fait... Enfin voilà, il y a ça. Il y a des lettres alternatives. Il y a des E capitales. Il y a le travail sur le féminin neutre. Il y a des exposants, des caractères bancals. Enfin, il y a plein d'expérimentations. Et justement, elles ne disent pas exactement la même chose politiquement. Tu parlais du point médian qui souligne quelque part, enfin, en tout cas, qui garde l'idée de binaire. Et il y a des expérimentations où d'un seul coup, on essaye de faire exploser ça. Est-ce que tu peux parler de celle-ci, par exemple ? Il y a un exemple que je donne souvent qui est le VG5000, qui a un caractère typographique qui a eu en fait 3 versions. Il y a une version vraiment binaire en fait où c'est un exposant, donc en fait à la forme masculine qui est au-dessus de la forme féminine. Comme c'est un caractère en licence libre, et c'est tout l'intérêt, on peut avoir plusieurs branches du même caractère typographique. Et donc il y a une autre variante, le VG5001, dessiné par Renza Legaret. Quand tu dis en exposant, juste, tu veux dire un peu comme si on disait 2 puissance 4, par exemple. Ça veut dire qu'il y a des petites lettres plus petites et plus au-dessus ou plus un des exposants le plus connus, c'est quand on utilise 20e siècle et qu'on met le petit E en plus petit, surélevé. Ça, c'est un exposant, et un indice, c'est en dessous. Et donc le VG5001, il a des formes beaucoup plus fluides, avec des formes qui sont mélangées sur les suffixes masculin-féminin. On va se parler de l'acadam maintenant. C'est-à-dire que dans toutes vos expérimentations typographiques, vous en êtes arrivé à créer carrément une grammaire post-binaire. Et là, tu es venu avec un texte que tu vas nous lire. Oui. Et on va s'en parler après. Hall vous écrit du futur. Un futur plus lointain cette fois. Un futur où les chercheuses en langue française découvriront cette étrange période de notre histoire où l'obinarité s'était imposée jusque dans nos langues. Hall se demanderont que peut donc bien être cette curiosité dédoublée en chaque début de texte. Monsieur, madame, ces 2 mots qui réduisent le spectre de le genre à son minimum. Hall s'était vraiment très limité, ces humains. Hall semblerait bien qu'Hall réduisait aussi les personnes à 2 genres possibles. Mais comment vivaient-elles dans ce système ? Comment pouvaient-elles avoir des relations symbiotiques avec les autres espèces ? Comment pouvaient-elles tomber en amour ? Comment pouvaient-elles être heureuses ? Dans ce texte, on comprend l'ambition politique, même humaniste et écologiste, qu'il y a derrière ces recherches typographiques. Tu parles d'être heureux, d'être amoureux, d'avoir des relations symbiotiques avec les autres espèces animales. Est-ce que la binarité dans laquelle nous sommes assignés de façon systématique et dans tous les champs de notre vie empêche la réalisation de notre bonheur ? En partie, sans doute. C'est pour ça que c'est trop bien d'en sortir. Je pense que quand on commence à voir le monde de façon post-binaire avec ces adelphes, on va mieux. Mais du coup, pour le moment, c'est dans des espaces qui sont des espaces de la communauté, mais qui sont difficiles. Enfin, quand on doit revenir dans le monde réel, c'est parfois douloureux, quoi, ne fût-ce qu'aller à la boulangerie et avoir un merci madame. Enfin, oui, en effet, cette assignation à la naissance, elle est vraiment problématique à plein d'endroits, pour plein de personnes, pour des personnes intersexes aussi, par exemple. Et donc, oui, ça empêche le bonheur, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de bonheur et d'amour dans le travail et dans ce qu'on fait, et qu'on aime parler de love and rage. Rage, parce que en fait, le contexte dans lequel on est difficile, et politiquement, voilà, c'est pas évident. Et le love, parce qu'on le trouve quand même. Enfin, on trouve nos espaces, quoi. Ce qui m'a marqué dans ce texte, c'est le moment où d'un seul coup tu parles de relations symbiotiques avec les autres espèces. Tu décentres le regard pour d'un seul coup venir montrer que cette binarité, il s'agit aussi de notre rapport au monde tout entier, et de notre rapport
au possible qu'on envisage aussi. La binarité, c'est aussi la binarité entre humain et non humain. Et là, d'un seul coup, quand tu parles de relations symbiotiques avec les autres espèces vivantes, on sent le potentiel, moi je trouve, révolutionnaire de sortir de la binarité. Et pas seulement sur des questions, comme on dit, d'identité. Et c'est pour ça que c'est aussi très intéressant, je trouve, la manière dont tu as pris tes distances par rapport à l'idée d'une écriture non binaire pour aller vers une écriture post-binaire. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça ? Moi, ça m'embêtait beaucoup de me définir par la négation et par, comme une contreforme de ce qui existe. J'avais l'impression que ça diminuait mon identité, de dire en fait je suis non binaire. Enfin, j'avais envie d'un terme qui soit plus empuissançant et qui me permette d'envisager le futur aussi, d'être dans une projection de soi et pas dans une définition de soi par la petite porte, quoi. Donc d'avoir quelque chose de plus inspirant. Et donc, dans le cadre de mes recherches et de mon écriture, je travaillais à un concept philosophique et j'en suis arrivée à ce post-binarisme politique qui me semblait intéressant, d'utiliser ce suffixe post du latin après, donc vraiment pour voir au-delà et de se dire en fait on peut essayer de dépasser la binarité. Alors il y a toujours binarité dedans, donc en fait il faudra utiliser un quatrième terme. Je pense qu'il y aura une suite mais ça, comment le définir, c'est très compliqué aussi parce qu'on est entouré de binarité tout le temps. Et donc, post-binarisme politique, c'est vraiment une façon de regarder le monde à travers ce prisme, de comment on pourrait sortir de cet espace binaire, mais pour chaque chose du quotidien aussi. Là, je prends la typographie comme sous la loupe pour étudier cet aspect-là, parce que je pense qu'avec la typographie, on est arrivé à trouver des endroits post-binaires. Mais en fait, il en faudrait partout ailleurs, sur plein d'autres champs de la vie courante. Et ce post-binarisme politique, je le découle du lesbianisme politique. On revient à Monique. Vas-y, c'est le moment pour Monique. Qui a été théorisée par Monique Wittig et Adrienne Rich dans les années 80, début des années 80, et fin 70, années 80. Et donc je l'ai pas tiré de nulle part. C'était j'aimais beaucoup en fait chez Wittig. Il y a vraiment ce truc où quand tu lis ses textes, peu importe en fait tes pratiques ou ton identité de genre, si tu te définis comme lesbienne politique, et que tu vois le monde à travers ce prisme, tu peux du coup lutter ou résister à tous les endroits de domination via ce prisme. Et ça, je trouvais hyper intéressant. Et c'était un peu ça que je voulais proposer avec le post-binarisme politique, c'était de pouvoir se positionner en tant que personne post-binaire, aussi peu importe son passing, son orientation et son identité de genre, et d'être vraiment dans cet aspect politique pour pouvoir aussi être des alliés les unes des autres dans ce rapport au monde, quoi. Et tu parles de typographie comme une technologie d'émancipation. Ça doit plaire à Paul B. Preciado, ça, non, comme manière d'utiliser les mots Écoute, j'espère. En tout cas, il a mon livre maintenant. Donc... Oui, vous n'avez pas eu l'occasion d'en parler ensemble encore ? Je l'ai rencontré lors d'une première d'Orlando à Bruxelles et on a eu un échange. On doit refaire un échange plus tard. C'est logiquement au mois de mars, avril, ça devrait arriver. Ok. Mais il faut qu'il lise le livre. Ah ouais, trop bien. Mais c'est sûr qu'il aura quelque chose à en dire. J'espère. J'espère. En tout cas, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup cité dans le livre, qui est aussi beaucoup inspirant sur plein d'aspects. Donc, c'est une référence qui vient... régulièrement. C'est aussi une communauté de pensée qui aide à penser. C'est clair que c'est un penseur majeur de notre temps. Si vous avez envie d'en parler avec moi, avec la langue, vous êtes les bienvenus. Je veux une Gwyn pour présidole. Je veux une personne avec l'OVIH pour présidole et une pédale pour vice-présidole.
Je veux quelqu'un sans assurance maladie. Je veux quelqu'un qui a grandi dans un endroit où l'eau terre était si polluée qu'elle n'a pas eu le choix d'échapper à le cancer. Je veux une présidole qui se soit fait avorter à 16 ans et je veux une présidole qui ne soit ni le peste ni le choléra. Et je veux une présidole dont l'odeur violemment les morques del sida, qui reste entaillée par son regard dès qu'elle ferme les yeux, qui a serré son amole contre son corps en sachant qu'elle allait mourir. Je veux une présidole qui n'a pas l'eau clim, une présidole qui a fait l'eau queue à l'hôpital, à l'eau préfecture, à l'eau sécu, à Pôle emploi. Une présidole qui a été licenciée et harcelée sexuellement, et expulsée et agressée parce qu'elle était lesbienne. Je veux quelqu'un qui a passé la nuit dans un centre d'accueil d'urgence et à qui on a arraché son voile et qui a survécu à une viol. Je veux quelqu'un qui est tombé amoureux et qui a souffert, qui respecte le sexe, qui a fait des erreurs et en a tiré des leçons. Je veux une femme noile pour présidole. Je veux quelqu'un avec des dents pourries, quelqu'un qui a mangé de l'eau bouffe d'hôpital, quelqu'un qui se travestit et qui prend des drogues et qui a fait une thérapie. Je veux quelqu'un qui a déjà fait acte de désobéissance civique. Et je veux savoir pourquoi tout ça, c'est pas possible. Je veux savoir pourquoi au bout d'un moment, on finit toujours par se faire à l'idée qu'une présidole est toujours une pantile. Toujours une michtole et jamais une pute. Toujours une patrole et jamais une prolo. Toujours une menteule, toujours une voleule et jamais punile. C'est quoi ce texte alors ? Du coup, c'est une traduction libre du texte de Zoé Léonard, Je veux une Gwyn pour présidente, qui a été traduit en acadam par Axen et déjà performé à plusieurs reprises par Félix Casitani, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Le boulanger. Oui. Est-ce que tu peux juste me redire, parce que je connaissais ce texte, mais je ne connais pas par exemple son contexte. Est-ce que toi tu sais ? Zoé Léonard a vachement été actix aux côtés de militants pendant l'épidémie du sida. Et donc c'est un texte de cette époque aussi. Voilà. Il est très puissant en tout cas. Il est très puissant, oui. Et la relecture que vous en avez fait est aussi hyper intéressante aussi. Enfin, bravo, merci. Bravo les lesbioles maintenant, on peut dire du coup. On enregistrera ça et on en fera un jingle. Il y a autre chose justement que je voudrais souligner, qui est perceptible dans tout votre champ de recherche. C'est tout le fun et la jubilation qu'on sent dans cette aventureuse recherche. Il y a certains noms de typos qui m'ont fait mourir de rire. Alors, il y en a un, mais peut-être que je me suis un peu emballée. Il y a la typo l'homonetta, avec laquelle Quentin Lamourou a traduit la Bible en inclusif. Et il y a une petite partie de moi qui pensait que peut-être c'était une référence à Sœur Benedetta, la nonne lesbienne du XVIe siècle. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ça me fait beaucoup rire. On n'en a jamais parlé avec Quentin, il faudra lui poser la question. Il y a aussi la Kate Kong, oui. d'Éline Driquet, qui fait référence à la phrase de Virginie Despentes « Je suis plutôt King Kong que Kate Moss ». Il y a la typo l'AE Cancre, de Sophie Vella, qui détourne une typo de l'Éducation nationale. Ça, c'est très drôle. Donc, c'est une typo qui est donnée aux professeurs, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, l'Éducation nationale met à disposition ce caractère typographique qui s'appelle écriture A. Écriture A, c'est l'écriture quoi, qui est en fait une écriture manuscrite qui sert de modèle dans les cahiers d'écolières. Donc ça reprend vraiment le dessin à recopier, parfaire et pour s'entraîner quoi, quand on est enfante. Avec des flèches pour voir dans quelle direction on trace les lignes. Et du coup, Sophie s'est fort amusée à forquer ce caractère pour en faire une version du coup un peu binaire parce qu'il y a le masculin et le féminin qui sont l'un au-dessus de l'autre, mais c'est assez drôle parce que du coup le mot commence et puis ça part en deux parties et voilà, c'est assez drôle. Évidemment, c'est un caractère propriétaire
caractère, donc qui n'est pas sous licence libre, donc elle est vraiment dans un acte de hacking, là, clairement. Et donc, c'est une proposition politique qui n'est pas redistribuée. C'est pas un caractère qu'on verra apparaître sur la typothèque, du coup, puisqu'on n'en a pas les droits. Mais on le verra apparaître dans l'éducation nationale bientôt. Demain. Et alors, parmi toutes les choses très drôles et très jouissives, il y a ce concept incroyable. De quoi tu vas me parler? Est-ce que tu peux parler à nos auditrices du CUNY? Ah, le CUNY. C'est le Queer Unicode Initiative. Eh ben voilà, tout simplement. Quoi d'autre? Alors, raconte-moi, qu'est-ce que c'est exactement, du coup, le CUNY pour vous? Alors, le CUNY, pour nous, c'est en fait un système d'encodage. Donc, c'est très sérieux. En fait, chaque caractère typographique A, B, C, D, E, F de l'alphabet a un code Unicode. Ça permet, cet encodage, que sur n'importe quel clavier, quand on appuie sur A, le A apparaisse, en fait. Et donc, chaque caractère est encodé dans ce système Unicode. Sauf que les caractères qu'on a créés ne sont encodés nulle part, et puisqu'on n'a pas encore ces X et ce dont je parlais tout à l'heure au clavier. Donc, pour se coordonner entre dessinateuristes de caractères, on a dû s'accorder sur un système commun d'encodage de nos caractères dans une zone de l'Unicode, ce qui est en fait un espace où c'est un peu comme une énorme armoire avec plein de boîtes dans lequel on met tous les caractères. Et il fallait qu'on décide d'un endroit dans la grande armoire où on allait classer nos caractères. Et donc on est allé dans une zone qui s'appelle la Private Use Area, qui est une zone laissée libre volontairement par Unicode pour des usages divers et variés. Et c'est une zone qui a déjà été utilisée par les médiévistes, parce qu'en fait, Bye Bye Binary a une passion pour les médiévistes, il faut le savoir, et qui ont créé le MUFI, qui est le Medieval Unicode Font Initiative. Et donc, on dérivait autour du nom, on avait envie de faire quelque chose de similaire, et donc d'où le CUNY. C'est une fulgurance de Félix, encore Félix, qui nous a sorti ça un jour en rigolant, et on a pris ça très au sérieux. Et donc, on a encodé nos caractères là-bas, dans cette zone qu'on appelle le CUNY, et voilà. Et alors, comment est-ce qu'on peut toutes et tous utiliser le CUNY dans nos pratiques d'écriture? Le CUNY aussi, c'est le principe qui permet d'appeler ces ligatures. Et donc, en fait, on va utiliser le point médian. Donc, comme ces ligatures ne sont pas au clavier et qu'on doit les appeler d'une certaine façon, donc elles sont dessinées dans le caractère typographique, elles sont embarquées dans la fonte, mais il faut les rendre visibles. On va utiliser le point médian. Donc, je reprends toujours mon exemple d'amoureux, que j'aime bien prendre les mots de l'amour pour parler de tout ça. Donc, du coup, on va faire un X, on va saisir un point médian, SE, et là, devant vos yeux, la transformation va s'opérer. Donc, il y a un aspect un peu révélateur photographique aussi. Et ça engendre une certaine beauté de voir le caractère qui apparaît. On a utilisé ce point médian parce que, en fait, il y avait des usages quand même qui se répandaient depuis justement 2017 et même avant déjà. Et les usages se répandaient à plein d'endroits. Et donc, on trouvait aussi intéressant que nos pratiques puissent être un truc de traduction, enfin, une pratique de traduction aussi. C'est-à-dire qu'un texte existant en point médian peut, juste en changeant la fonte, apparaître en post-binaire. C'est ça aussi que c'est une technologie émancipatrice. Je boucle. Parce que c'est vraiment de la technique derrière, en fait, derrière tout ça, en fait. Et le CUNY, et la saisie, et l'usage. Oui, technicité qui se veut émancipatrice, en effet. Donc ça ouvre plein de pistes sur des nouvelles traductions de certains ouvrages. Je sais pas, je pense par exemple à Ursula Le Guin, La main gauche de la nuit. D'un seul coup, bam, on le fait en post-binaire. Exactement. Et ça change tout, quoi. Eugénie Bidault a commencé une traduction de Stone Butch Blues avec un extrait avec nos caractères, avec son caractère qui s'appelle la Delphes. Et là, c'est intéressant parce que Hystérique et Associés, qui est la maison d'édition qui a publié la traduction française, a fait l'usage de l'alternance dans le livre entre des formes masculines et féminines. Et donc, oui, quand on met des caractères comme ceux-là, ça offre une nouvelle traduction possible. Et
L'anglais étant beaucoup moins genré que le français, puisque c'est surtout via l'usage des pronoms, le they, them leur suffit presque, parce qu'il n'y a pas tous les accords de genre sur les adjectifs, etc. Des textes qui sont écrits avec des pronoms non binaires de type they, them, en français doivent être accordés. Donc le yel ne suffit pas. Il faut ensuite accorder en genre. Et donc, c'est vrai que nos typographies permettent une alternative assez enthousiasmante et joyeuse. Donc, concrètement, si je veux écrire un texte en post-binaire, je vais sur la typothèque de Bye Bye Binary, je télécharge une fonte, je l'installe sur mon ordinateur, j'ouvre mon traitement de texte, j'écris, et à chaque fois que je vais faire POMF, le point médian, oui. Tchouk, ça va devenir version... Exactement. Okay. Alors, on parle POMF, donc du coup, ça veut dire qu'on est chez Apple. Alors, si on est sur PC, c'est un code alphanumérique qui est un peu plus compliqué à saisir. Donc, on a aussi pensé à ces personnes qui sont sur PC. Et dans la boucle des fontes, il y a un petit script qui transforme 2 points bas en un point médian et puis ensuite en la ligature, ce qui permet de pas devoir taper le code alphanumérique à chaque fois pour le point médian et de simplement aussi saisir 2 simples points. Point devient point médian, devient ligature. Ok. Donc c'est facile. Mais oui. C'est fonctionnel. C'est fonctionnel. Je voudrais terminer sur un passage de ton livre qui parle de fabuler. Voilà, je voulais parler de cette puissance de l'imaginaire immiscée dans le quotidien. En langue française, des autoristes proposent des narrations spéculatives où ce monde post-binaire semble possible en s'immisçant dans la grammaire, faisant ainsi correspondre la forme langagière et le récit. Les narrations spéculatives concernent la pratique des histoires et des récits que l'on raconte tous les jours, qui nous accompagnent. C'est le récit comme acte de fabrication, acte de construction. Fabuler revient à fabriquer des récits qui creusent des interstices dans notre monde. Fabuler n'est pas décoller du réel. Il n'y a pas de rupture avec le réel. Fabuler peut agir sur le réel en toute efficience. Il s'agit de chercher dans ce qui n'est pas perçu les choses qui peuvent être activées pour qu'elles deviennent possibles. De fabriquer des récits, des narrations, des cosmologies qui puissent accueillir les savoirs que nous cherchons, qui nous manquent, qui nous sont soustraits. C'est amusant que tu aies choisi cet extrait, parce qu'en fait, je l'avais commencé. J'étais sur la fabulation avec Haraway, etc. Et en fait, c'était un passage que j'avais un peu du mal à terminer. Et Enza Le Garec, qui a fait une relecture, et plus qu'une relecture, puisqu'elle m'a aidé à consolider certaines références à certains endroits, a terminé ce paragraphe. Donc en fait, il a été débuté par moi et terminé par Enza. Et donc c'est très beau que tu aies choisi ce passage-là, parce que c'est un passage collectif, et donc ça me touche beaucoup, et ça fera plaisir à Enza. Voilà. On va écouter maintenant un extrait des Musicioles d'Elleville de Brême, qui fait partie du projet Pays de la glossolalie, initié par Lise Lépinet et Léna Salabert-Triby, qui est en fait une traduction en langage post-binaire de contes pour enfants. Ici, c'est le conte des frères Grimm, que j'ai monté tout à l'heure sur un prélude de lutte, interprété par Elvire Duret. Inhumel avait une Anek qui l'avait servi fidèlement pendant 11 années, mais dont les forces étaient à bout, si bien qu'elle devenait chaque jour plus impropre à le travail. L'Ométrec songeait à se dépouiller des sopeaux, mais l'Anek, s'apercevant que l'auvent soufflait d'elle mauvais côté, s'échappa et prit la route de Brême. Là, se disait-elle, je pourrais devenir musiciole d'Elleville. Comme elle avait marché quelque temps, elle rencontra sur le chemin une chiole de chasse qui jappait comme un animal fatigué d'une longue course. « Qu'as-tu donc à japper d'elle sorte, camarade ?» lui dit-elle. « Ah, répondit le chiole, parce que je suis vieule, que je m'affaiblis tous les jours et que je ne peux plus aller à la chasse. Mon maîtrec a voulu m'assommer. Alors j'ai pris le clé des champs. Mais comment ferais-je pour gagner mon pain ? Eh bien, dit l'Anek, je vais à Brême pour m'y faire musiciole d'Elleville.
Viens avec moi et fais-toi aussi recevoir dans l'eau musique. Je jouerai des luttes et toi tu sonneras les timbales. Avec la langue, le tour des écritures queer. C'est le moment pour moi de te remercier, Camille. Je remercie aussi toute la collective Bye Bye Binary. Ce travail porte en lui une véritable révolution heureuse. Merci aux éditions B42 d'avoir édité ce super livre d'archives vives. Merci à toute l'équipe de Gouinement Lundi, et notamment Isabelle qui a assuré la technique de cette émission. Merci aux auditeuristes de Gouinement Lundi et à celles qui nous écoutent sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Dans le prochain épisode Avec la langue, je recevrai Sabrina Calvo et Jules Marot pour leur bande dessinée Hacker la peau aux éditions Le Lombard. Tu as quelque chose à dire, Camille, parce qu'après ça va être fini. Il y a du ding-dong sur la couverture de Hacker la peau, c'est trop chouette. Ouais, merci à vous de m'avoir accueilli et bonne suite pour cette émission incroyable. J'ai trop hâte d'écouter les autres épisodes. Merci, c'est super gentil. Restez bien à l'écoute. Avec la langue, ce n'est pas terminé. On retrouve tout de suite Eva de la librairie Les Mots à la bouche qui nous a sélectionné 3 parutions récentes dans le thème du post-binarisme politique. On aura 2 romans et un livre hybride entre novella et essai théorique. Dans la bouche des enfers, les forces de l'ombre veulent gouverner la terre. Consultons la libraire, les livres des monstres nous guident vers la lumière. Bonjour. Là, c'est Jimmy, le collègue d'Eva. Alors, c'est ton équipement. Et là, c'est Eva. Je te montre juste les 2 livres auxquels je pensais, tu me dis si ça le fait ou pas. Ouais. En fait, il y avait La Chasse, ça Ouais. c'est la collection L'Ardeur de Thierry Magnier qui fait des livres pour officiellement les ados. Ok. Je pense que c'est lu par plein de trentenaires aussi. Et en fait, dans celui-là, tu ne connais pas le genre du narrateur, Max, qui est ado. En fait, il vit dans la Cambrousse, je crois, des Hauts-de-France ou du Pas-de-Calais. Et durant l'été, après s'être fâché avec ses amis, il se retrouve tout seul dans la maison familiale. Et il y a un couple, un mec et une meuf, 20 ans, qui viennent pour l'été dans la maison d'à côté. Et ça va être la fulgurance amoureuse pour les deux, avec du drama ado. Et du cul. Combien de piments? Pas tant, ça reste un truc pour ado. Mais pour un truc pour ado, c'est beaucoup. Mais surtout, c'est hyper intéressant parce que c'est du cul où il n'y a pas de question du genre du point de vue principal. Même quand on lui fait des choses. Et l'autrice, elle te dit... tout le monde peut avoir peur, tout le monde peut pénétrer et tout le monde a besoin de capote. C'est parfait, tu vois. Mais en fait, c'est hyper bien en termes d'écriture et c'est hyper intéressant de voir comment on projette ses propres conceptions de genre quand on le lit. Parce que du coup, il y a des moments où tu vas avoir à te dire oh, mais est-ce que Max en fait c'est un garçon ou est-ce que Max c'est une fille? Alors c'est pas la question du livre, mais ton cerveau est tellement matrixé par ça que tu te poseras la question à des moments. Et ça se lit tout seul. C'est trop chouette, c'est l'été, c'est les ados, c'est les hormones, c'est le drama. Et la fin est très touchante et il y a plus d'intelligence qui pourrait y paraître au premier lieu sur les questions de classe. Ok. Voilà. Tu peux me redire le titre et la personne qui l'a écrit? Le livre s'appelle La Chasse, c'est de Maureen Desmailles et c'est publié chez L'Ardeur, c'est une collection de Thierry Magnier. Et t'avais pensé à un autre livre aussi? Ouais, en fait c'est un livre qui vient juste de sortir d'un auteur, c'est son second livre, il s'appelle Saul Pandelakis. Donc Les Égélogues de Ty Peterson, on va suivre Ty Peterson qui est une jeune lesbienne qui est médiatrice, c'est pas un mot pour dégenrer spécifiquement, mais son métier est de s'entretenir avec des aliens derrière un hygiologue.
On lui donne des dossiers, il faut trouver les mots justes. Et ces aliens parlent une langue qui est dénommée le Sundus, que l'auteur a inventé. Il y a aussi tout un truc autour de la langue. Donc en fait, il a inventé à la fois la langue, la typo, et on a un petit guide linguistique qui explique tout ça. Donc ça a été fait avec un typographe qui s'appelle Vivien Gors. Ok. Il a inventé ça en 2022. Et donc dans le livre, on a des conversations trilingues, à la fois avec la typographie Sundus, ensuite avec la même langue mais avec un orthographe européen. Ok, pour avoir la prononciation, quoi. Pour avoir la prononciation, ouais. Et après c'est quand même à nous de décider de deviner un peu comment c'est censé se prononcer, donc c'est très intéressant sur... c'est un peu comme le manji en japonais, quand tu vraiment... Ouais, tu... exactement, ouais, okay. C'est ça. Et après en français, puisque Thaï est française, elle est à New York, elle vit à New York, mais elle est française, et l'alien avec qui elle parle... Akarna Sassari, lui a appris aussi le français. Donc ça fait beaucoup de décalage culturel évidemment, puisqu'on est sur de l'interplanétaire, et linguistique. Et ils vont devoir essayer de parler de sujets plus ou moins compliqués. Le moins compliqué, ça va être le petit déjeuner. Le plus compliqué étant la notion de frontière. Waouh. Ouais. Et ils vont évidemment apprendre à se connaître, mais dans un dispositif finalement gouvernemental. Waouh. Où ils sont observés. Ok, c'est hyper beau. Ça a l'air incroyable. C'est super. Et après, il y en a un troisième si tu veux. Bah pourquoi pas. Mais c'est plus sur la langue que la typo ou autre. Ok. Et ça, c'est un livre de Léna Gare, Tu meurs ou tu tues. C'est un livre qui va narrer la vie d'un personnage de son enfance à l'âge adulte. Un personnage pour qui les mots n'ont pas le sens qu'ils ont pour nous. Ou plus précisément, qui va essayer de chercher ces mots. Notamment pour connaître son trauma. C'est une histoire liée à une mère abusive et à ce que ça fait de subir de l'abus dans sa famille. C'est extrêmement beau. C'est également un roman lesbien, dans le côté dark de relations abusives lesbiennes, mais aussi dans des côtés magnifiques de relations qui vont mal se passer parce qu'on n'est pas bien, mais qui sont belles. Et c'est un gros coup de cœur, et c'est un livre qui n'a pas encore été assez lu, je pense. Et ça se lit tout seul, une fois qu'on a compris les mécanismes de cette pensée d'abord enfantine, puis en décalage total avec le vocabulaire de la société. Mais qui dit le mal que peut faire la langue aussi. Waouh. Ok. Et du coup, tu peux me redire Et c'est un premier roman. Ça s'appelle Tu meurs ou tu tues, qu'on peut évidemment entendre de différentes façons. Ça s'écrit Tu meurs ou tu tues, comme un petit tutu pour faire la danse, et tu meurs comme une cellule qui part en vrille. Et c'est écrit par Léna Gare. Et la couverture représente une maison dans une boîte d'allumettes grattées. Et ça aussi, ça dit beaucoup de choses. Ok, trop bien. J'ai envie de... je vais te prendre les 3. Ça marche. Ok, trop cool. Bon, je pense qu'on a 11 minutes, on a tout ce qu'il faut. Trop bien. Je mets stop. Dans la bouche des enfers, les forces de l'ombre veulent gouverner la terre. Consultons la libraire, les livres des monstres nous guident vers la lumière.
guide vers la lumière. Vers la lumière. Bravo les lesbioles.